Elle avait 3 ans, avec de grands yeux de poupée et un sourire capable d'illuminer même les recoins les plus sombres d'une pièce. Madeleine McCann était décrite comme intelligente, enjouée et pleine de vie. En vacances avec ses parents et ses frères et sœurs au Portugal, elle aurait dû être en sécurité. Au lieu de cela, elle a disparu. Et ce qui a suivi n'a pas été seulement une recherche désespérée, mais près de 2 décennies de silence, de suspicion et de questions sans réponse. 2 hommes sont au centre de ce mystère. David Payne, un ami proche de la famille, et Jerry McCann, le père de Madeleine. L'un d'eux était la dernière personne non familiale connue à avoir vu Madeleine vivante. L'autre a pris la décision de l'envoyer dans l'appartement ce soir-là, juste après 18h30. Ce qui semblait être une demande simple et inoffensive est depuis devenu l'un des détails les plus examinés de toute l'affaire. Pourquoi cet homme? Pourquoi ce moment? Et pourquoi la vérité est-elle restée enterrée si longtemps? Cette histoire ne concerne pas seulement la disparition d'un enfant. Elle concerne une chaîne de choix, de contradictions et de silences qui ont formé un mur autour de la vérité. Au fil des ans, les enquêteurs sont revenus maintes et maintes fois sur une courte période, les heures entre 18h et 22h, le 3 mai 2007. Pendant ces 4 heures, Madeleine a disparu. Des témoins se sont contredits et des amis ont si parfaitement harmonisé leur récit que cela semblait répété. Le résultat est une chronologie qui semble peaufinée, mais étrangement fragile, comme si une pièce manquante pouvait faire s'effondrer toute la structure. Et puis, il y a le silence. Le silence de Payne, qui s'est retiré de la vie publique après l'affaire. Le silence des soi-disant Tapas Seven. Le groupe d'amis qui n'ont jamais rompu les rangs. Le silence même de Jerry McCann, qui a contrôlé le récit avec une maîtrise méticuleuse, mais n'a jamais abordé les témoignages troublants liés à Payne. 18 ans plus tard, c'est ce silence qui résonne plus fort que n'importe quelle déclaration. Que s'est-il passé dans l'appartement 5A ce soir-là? Pourquoi Payne a-t-il insisté sur sa version des faits avec une telle précision robotique? Et pourquoi, même après les témoignages, les alertes médico-légales et les dépositions troublantes, personne n'a-t-il jamais été inculpé? C'est l'histoire d'une soirée qui a tout changé. Une histoire de collusion, de contrôle et peut-être d'une dissimulation qui a duré près de 2 décennies. Le soir du 3 mai 2007, dans la paisible ville de Praia da Luz, les McCann s'installaient dans ce qui aurait dû être une routine de vacances ordinaire. Jerry McCann avait une séance de tennis prévue sur les cours de l'Ocean Club. Une brève heure de détente loin des exigences constantes de l'éducation de 3 jeunes enfants de moins de 4 ans. Avant de partir, Jerry a fait une demande, simple en apparence, mais obsédante rétrospectivement. Il a demandé à son ami David Payne de passer à l'appartement 5A pour prendre des nouvelles de Kate et des enfants. À première vue, c'était un geste de confiance, un père demandant à un ami de s'assurer que tout allait bien à la maison. Mais ce qui a suivi a soulevé des questions que les enquêteurs n'ont jamais résolues. Selon le récit de Kate, elle venait de sortir de la douche lorsque Payne est arrivé. Madeleine, 3 ans, ainsi que ses frères et sœurs jumeaux de 2 ans, étaient assis ensemble dans le salon en pyjama, buvant du lait et mangeant des biscuits. Vulnérables, sans surveillance et inconscients de l'ombre sombre qui allait bientôt s'abattre sur leur vie. Le timing de la visite de Payne était frappant. Il est entré au moment exact où Kate était le moins préparée, mouillée par la douche, les enfants momentanément sans surveillance. Ce qui aurait dû être un arrêt fortuit est devenu un point central de l'enquête. Encore plus troublantes étaient les versions contradictoires, expliquant pourquoi Payne s'était rendu là du tout. Dans une version, Jerry aurait demandé à Payne de voir si Kate avait besoin d'aide pour emmener les enfants à l'aire de jeu. Dans une autre, Payne a affirmé qu'il avait simplement passé la tête pour dire bonjour. Dans une autre encore, Jerry lui aurait demandé de demander à Kate s'il pouvait prolonger sa séance de tennis. 3 personnes, 3 explications différentes, aucune d'elles cohérente. Ces contradictions ont fracturé la chronologie. Et lorsqu'il a été interrogé plus tard, Payne a répété sa version avec une clarté frappante et une précision robotique. Il a insisté encore et encore sur le fait que la visite avait été brève et sans incident. Les enquêteurs ont noté la constante, son insistance à inscrire ce détail particulier dans le dossier. Plus il le répétait, plus cela ressemblait moins à un souvenir qu'à un script. Dans les souvenirs authentiques, surtout des moments chaotiques ou chargés d'émotions, les détails s'estompent. Les gens oublient l'ordre des événements, mélangent les heures
ou se souviennent imparfaitement des fragments. Mais l'histoire de Payne était trop nette, trop polie. La façon dont il a renforcé le récit de la visite de 18h30 a soulevé la possibilité inconfortable que son alibi ne soit pas du tout un souvenir, mais un récit soigneusement répété. Et si c'était répété, la question pressante demeure. Qui l'a aidé à l'écrire? Ce n'était pas seulement une visite innocente entre amis. C'est devenu l'un des moments les plus examinés et controversés de toute l'enquête. Avec le recul, ce qui dérange de nombreux observateurs, ce n'est pas seulement la visite de David Payne, mais les circonstances fragiles qui l'entouraient. Selon son propre témoignage, Kate McCann a admis avoir laissé ses 3 enfants seuls dans le salon pendant qu'elle prenait sa douche. Madeleine avait 3 ans, les jumeaux à peine 2. Chaque enfant avait reçu un biscuit et un verre de lait, laissés sans surveillance avec le risque de s'étouffer, de renverser ou de s'éloigner. Pour une docteure formée comme Kate, cette décision a laissé les enquêteurs perplexes. S'agissait-il simplement de fatigue, d'un moment d'insouciance, ou de quelque chose qui pointait vers un schéma plus large de confiance mal placé? Et puis, le timing. Payne est arrivé juste au moment où Kate avait fini de se doucher, la surprenant à un moment vulnérable, avec 3 petits-enfants laissés sans surveillance. Selon leurs 2 déclarations ultérieures, la rencontre fut brève. Mais Payne s'en souvenait avec une clarté inhabituelle, répétant sans cesse la même phrase, que c'était bref et sans incident. Son insistance sur la normalité du moment en a fait tout, sauf cela. Pourquoi souligner l'absence de signification à moins qu'il n'y ait quelque chose à cacher? Les enquêteurs ont reconnu les signes. Dans de nombreux cas où des alibis sont fabriqués, les détails sont trop parfaits, trop répétés. Les vrais souvenirs trébuchent. Ils contiennent des lacunes, des contradictions, le désordre de la mémoire humaine. Mais le récit de Payne était impeccable, comme s'il avait été répété à l'avance. Et lorsque plusieurs versions de l'histoire ont émergé, de Jerry, de Payne lui-même et d'autres membres du groupe, aucune ne s'est parfaitement alignée. Chaque version introduisait une raison différente pour la visite de Payne. Les contradictions ont soulevé la possibilité que la vérité ait été enterrée sous un récit soigneusement géré, ce qui rend la visite de 18h30 plus troublante et sa place dans la chronologie plus large. Si Payne a été le dernier adulte non familial à voir Madeleine vivante, alors sa présence à l'intérieur de cet appartement a un poids énorme. Pourtant, son récit et la décision de Jerry de l'y envoyer restent entourés d'ambiguïté. Pourquoi, de toutes les personnes, Jerry aurait-il demandé à David Payne? Surtout lorsque nous apprenons plus tard des témoignages troublants qui jettent une lumière bien plus sombre sur Payne. Et ainsi, ce qui aurait dû être une rencontre oubliable entre amis, un homme prenant des nouvelles d'une famille, est devenu le centre de la suspicion. Le timing étrange, les histoires contradictoires et les souvenirs étrangement répétés convergent tous vers ce moment. Pendant des années, cette visite a agi comme une faille dans l'affaire, divisant le récit en 2. D'un côté, la version officielle, une vérification inoffensive. De l'autre, le soupçon que quelque chose de bien plus sinistre a commencé cette nuit-là, dans cet appartement, à cette heure précise. 2 ans avant la disparition de Madeleine McCann, une autre famille a rencontré quelque chose de si troublant que cela les a marqués longtemps après la fin de leurs vacances. En septembre 2005, les docteurs Catherine et Arul Gaspard ont participé à des vacances de groupe à Majorque avec des amis, dont Kate et Jerry McCann, ainsi que David et Fiona Payne. Ce devait être un voyage léger, rempli de dîners, de rires et d'enfants jouant ensemble. Mais un soir, tout a basculé. Catherine Gaspard se souvient d'être assise entre Jerry et David Payne lors d'une conversation décontractée sur le patio. Les boissons coulaient, l'ambiance était détendue, jusqu'à ce que Payne commence à faire référence à Madeleine d'une manière qui a glacé Catherine. Pendant qu'il parlait, il a fait une série de gestes, grossiers et inappropriés. Catherine ne pouvait pas être certaine de sa signification exacte, mais l'insinuation était indubitable. Selon ses propres mots, elle s'est sentie choquée et profondément mal à l'aise par ce qu'elle venait de voir. Ce qui a aggravé la situation, c'est la réaction de Jerry, ou plutôt son absence de réaction. Catherine l'a regardé, s'attendant à un signe de désapprobation, de choc ou de malaise. Mais Jerry est resté silencieux, ne montrant aucune objection. Ce silence l'a troublé presque autant que le comportement de Payne.
Arul Gaspar a confirmé qu'il avait lui aussi vu Payne faire des gestes similaires pendant ce voyage. Il s'est souvenu de l'acte comme étant de très mauvais goût. Et bien qu'il ne puisse pas se rappeler les mots exacts, l'impression lui était restée. Ce n'était pas seulement une blague, et ce n'était pas quelque chose de facilement oubliable. Les deux médecins ont été clairs. Ce n'était pas un simple faux pas isolé. Catherine s'est rappelé plus tard avoir vu Payne répéter un tel comportement à une autre occasion, cette fois en faisant référence à sa propre fille. Pour Catherine, cela a suffi à changer son comportement. Pendant les vacances, les parents se relayaient souvent pour baigner les enfants. Mais après ce qu'elle a vu, Catherine s'est assurée que David Payne ne soit jamais seul avec son enfant. Elle a dit à Arul de rester à proximité chaque fois que Payne se portait volontaire pour aider. Selon ses propres mots, elle ne lui faisait pas confiance pour baigner les enfants. Ce n'étaient même pas les instincts d'un parent qui réagit de manière excessive. Catherine était médecin, mesurée et rationnelle. Ses instincts s'étaient basés sur ce qu'elle avait vu de ses propres yeux. Et pourtant, elle et son mari n'ont pas soulevé la question directement auprès du groupe à l'époque. Comme beaucoup de personnes confrontées à un comportement inapproprié en société, ils ont gardé leur malaise privé. Ils sont passés à autre chose, ou du moins ont essayé. Mais en mai 2007, lorsque la nouvelle de la disparition de Madeleine a éclaté, les pensées de Catherine sont immédiatement revenues à David Payne. Avant même de savoir qu'il était au Portugal, elle a pensé à lui. Quand elle l'a vu plus tard à la télévision, debout avec les McCanns, faisant partie de leur cercle intime, son alarme est devenue accablante. Dans les 2 semaines suivant la disparition, les Gaspard ont soumis des déclarations sous serment à la police britannique. Ils ont décrit en détail ce qu'ils avaient vu, fourni des photographies du voyage à Majorque et expliqué leurs préoccupations persistantes concernant Payne. Ce n'étaient pas des rumeurs, c'étaient des témoignages formels, signés et documentés. Et pourtant, de manière choquante, aucune action significative n'a suivi. Payne n'a jamais été directement confronté aux allégations des Gaspard, jamais formellement interrogé à leur sujet et jamais soumis à une évaluation psychologique. Le signal d'alarme qui aurait dû réorienter l'enquête a été discrètement ignoré. Le témoignage des Gaspard reste l'un des éléments les plus troublants de toute l'affaire, notamment parce qu'il lie Jerry et Payne des années avant la disparition. Si Jerry avait été témoin du geste, pourquoi a-t-il ensuite confié à Payne le soin de surveiller sa femme et ses enfants cette nuit fatidique au Portugal? S'agissait-il de négligence, de déni ou de quelque chose de bien plus délibéré? Si la visite de 18h30 a soulevé des questions, ce qui a suivi plus tard ce soir-là a ouvert un gouffre dans la chronologie. Entre 20h30 et 22h, David Payne a semblé disparaître. Alors que le groupe se réunissait au Tapas Bar pour dîner, échangeant des tours pour surveiller leurs enfants, la présence de Payne est devenue étrangement difficile à confirmer. Officiellement, il était à table. Mais lorsque les enquêteurs ont cherché des témoins indépendants, personnel de l'hôtel, autres clients, images de surveillance, il n'y avait rien, aucune trace vérifiable. Pendant 90 minutes, dans la fenêtre la plus cruciale de la nuit, Payne était effectivement introuvable. Ce vide ne serait pas si alarmant s'il ne chevauchait pas parfaitement le moment où l'on pense que Madeleine a disparu. Vers 21h, Kate aurait vérifié les enfants et découvert que sa fille avait disparu. La panique s'est ensuivie, la recherche a commencé et le chaos a envahi le complexe de l'Ocean Club. Pourtant, Payne, l'homme qui avait été à l'intérieur de l'appartement 5A plus tôt ce soir-là, n'a pas pu être placé indépendamment pendant ce temps décisif. Le malaise n'a fait que s'accentuer lorsqu'une famille irlandaise, les Smith, a rapporté ce qu'elle avait vu à 21h55. En rentrant d'une soirée, ils ont rencontré un homme pressé dans les rues de Praia da Luz. Dans ses bras, il portait une jeune fille d'environ 3 ou 4 ans, vêtue d'un pyjama pâle et pieds nus. Elle semblait molle, comme endormie, ou pire. Les Smith ont plus tard décrit la démarche de l'homme, sa posture, la façon dont il évitait le contact visuel. Au début, l'observation semblait sans lien. Mais des mois plus tard, lorsque la famille a vu des images de Jerry McCann portant l'un de ses enfants hors d'un avion, ils se sont figés. Les manières étaient identiques. Si l'observation des Smith était exacte, elle place un homme portant un enfant dans le créneau horaire où Payne était également absent de toute observation indépendante. 2 hommes,
2 chronologies manquantes, une fille disparue. Est-ce une coïncidence? Ou était-ce l'intersection la plus sombre de leurs histoires? Et puis, il y a eu le silence de la technologie. En 2007, les téléphones portables laissaient régulièrement des empreintes numériques, appels, SMS, pings des tours cellulaires. Pourtant, le 3 mai, le téléphone de Payne ne montrait aucune activité. Pas un seul appel ni message tout au long de cette soirée critique. À une époque où les appareils restaient rarement silencieux, ce silence est devenu une forme de preuve à part entière. Les enquêteurs se sont demandé, l'avait-il éteint pour éviter d'être détecté? L'avait-il laissé derrière lui pour couper la trace? Ou était-ce un pur hasard que son empreinte numérique s'évapore au moment exact où Madeleine a disparu? Lorsque Payne est finalement réapparu, ce n'était pas en père de substitution affolé ou en ami bouleversé. Des témoins se sont souvenus de lui comme étant étrangement calme, endossant le rôle d'organisateur. Il donnait des instructions, dirigeait les efforts de recherche et même attirait l'attention sur des zones spécifiques près de la piscine du complexe. Des endroits où des chiens de détection de cadavres alerteraient dès plus tard. Son calme a frappé certains comme du leadership. Pour d'autres, cela semblait répété, presque managérial, comme s'il savait ce qui s'était passé et qu'il guidait le chaos plutôt que d'y être noyé. Dans l'enquête sur un enfant disparu, les chronologies sont sacrées. Chaque minute compte, chaque action est pesée. Mais dans cette affaire, les heures manquantes de David Payne et l'image obsédante d'un homme portant un enfant dans les rues sombres restent parmi les lacunes les plus troublantes de toute l'affaire. Lorsque les déclarations des témoins sont devenues floues et les chronologies fracturées, les enquêteurs se sont tournés vers la science pour plus de clarté. Ce que la médecine légale a révélé était à la fois choquant et profondément troublant. Des chiens spécialisés dans la détection de cadavres ont été introduits dans l'appartement 5A, le logement de vacances où Madeleine avait été vue pour la dernière fois. Ces chiens, capables de détecter l'odeur de décomposition humaine longtemps après le déplacement d'un corps, ont alerté à plusieurs endroits directement liés aux McCanns. La première alerte est venue du coin de la chambre où Madeleine était censée avoir dormi. La réaction du chien a été immédiate et ciblée, un signal indubitable qu'à un moment donné, l'odeur d'un cadavre avait été présente à cet endroit. Une deuxième alerte a eu lieu dans le salon, près d'une armoire encastrée dans le coin. À l'œil nu, ce n'était qu'un autre meuble. Mais pour le chien, c'était la trace de quelque chose de bien plus sombre. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que l'armoire aurait pu être utilisée brièvement pour dissimuler un corps ou un objet contaminé par celui-ci. L'implication était glaçante. Ce n'était pas un enlèvement perpétré par un étranger qui aurait fait irruption. Cela suggérait une scène mise en scène, une tentative hâtive de gérer ce qui s'était passé. Est venue ensuite la découverte la plus accablante de toutes. Le chien de détection de cadavres a alerté à l'intérieur du coffre d'une Renault Scénic, une voiture louée par les McCanns près d'un mois après la disparition de Madeleine. Même après plusieurs semaines, le chien a réagi fortement à l'odeur. Les experts médico-légaux ont expliqué que l'odeur de cadavre ne se transfère pas facilement. Elle nécessite généralement un contact direct et prolongé avec un corps. Comment, alors, cette odeur a-t-elle pu apparaître dans un véhicule qui n'avait pas été utilisé la nuit où Madeleine a disparu? Le chien de détection de sang a ajouté une autre couche. Sous les carreaux du sol de la chambre, dans la zone exacte où le chien de détection de cadavres avait alerté pour la première fois, il a détecté des traces de sang invisibles à l'œil humain. Lorsque les carreaux ont été soulevés et des échantillons prélevés, des tests ADN ont été effectués. Les résultats ont montré une correspondance avec Madeleine sur 15 des 19 marqueurs génétiques. Pas suffisant pour une certitude légale absolue, mais statistiquement significatif et hautement improbable qu'il appartienne à un autre membre de la famille par coïncidence. Ce qui a rendu ces découvertes encore plus troublantes, c'est l'absence d'effraction dans l'appartement. Pas de serrure brisée, pas de fenêtre cassée, aucun signe d'un intrus. Quiconque a laissé ces traces de sang et d'odeur de cadavre n'est pas entré par effraction. On lui faisait confiance ou il y appartenait déjà. Cela a réduit les possibilités à 2 catégories, les McCanns eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils avaient invité. Et cela ramène l'attention sur David Payne. Ce soir-là, à part Jerry et Kate, Payne était le seul homme adulte avec un accès vérifié à l'appartement juste avant la disparition de Madeleine.
Il avait été à l'intérieur, seul avec les enfants et Kate, vers 18h30. Plus tard, les mêmes espaces où il est entré sont devenus les sites d'alerte médico-légale accablantes. La science ne parle pas en absolu. Mais lorsque les chiens réagissent, lorsque l'ADN s'aligne et lorsque les chronologies laissent des vides, les enquêteurs ne peuvent ignorer les schémas. Les preuves suggèrent que la disparition de Madeleine n'était pas un enlèvement propre, mais quelque chose de bien plus complexe, et peut-être bien plus proche de la maison. Lorsque Madeleine a disparu, le monde s'attendait à ce que ses parents s'effondrent, succombent au poids du chagrin. Kate McCann apparaissait souvent fragile en public, sa voix tremblante, ses yeux gonflés de larmes. Jerry McCann, cependant, était différent. Dès les premières heures, son comportement était calme, presque calculé. Pour certains, cela ressemblait à de la force. Pour d'autres, cela semblait contre nature, voire répété. Les témoins présents pendant ces heures cruciales l'ont remarqué immédiatement. Alors que la panique s'emparait du complexe, Jerry était posé. Il ne trébuchait pas sur ses mots, et il ne manifestait pas le désespoir chaotique qu'on pourrait attendre d'un père dont la fille venait de disparaître. Au lieu de cela, il a pris du recul, permettant à Kate de mener les appels émotionnels, tandis qu'il gérait la situation en coulisses. Des observateurs l'ont décrit comme « en contrôle, pas sous le choc ». Au fil des jours, ce schéma s'est solidifié. Jerry est devenu le gardien de l'information. Il a fait la liaison avec des avocats, engagé des conseillers en relations publiques professionnelles, et s'est assuré que chaque apparition médiatique suive un script soigneusement élaboré. Les conférences de presse étaient organisées avec une précision militaire. Les questions qui s'approchaient trop près de sujets inconfortables, comme les incohérences de la chronologie ou le témoignage des Gaspard sur Payne, étaient écartées ou redirigées. Loin d'être dépassé, Jerry semblait mener une campagne. La création du fonds Find Madeleine, le développement d'un site web et les campagnes de sensibilisation internationale ont été lancées presque immédiatement. En surface, il s'agissait des actions de parents désespérés. Mais pour les enquêteurs et journalistes chevronnés, la vitesse, la structure et la stratégie ont soulevé des drapeaux rouges. Cela ressemblait moins à un chagrin brut qu'à une gestion contrôlée du récit. Encore plus troublant était le silence de Jerry sur des questions spécifiques. Il n'a jamais abordé le témoignage des Gaspard, bien qu'il ait prétendument été présent lorsque Payne a fait des gestes troublants à propos de Madeleine 2 ans plus tôt. Il n'a jamais expliqué pourquoi Payne, de toutes les personnes, a été chargé de vérifier l'état de Kate et des enfants la nuit du 3 mai. Et il n'a jamais apporté de clarté sur ses propres mouvements pendant les heures cruciales, s'appuyant plutôt sur les récits synchronisés des Tapas 7. Les psychologues notent souvent que le traumatisme produit un comportement erratique. Des parents innocents pris dans une tragédie peuvent afficher de la confusion, des éclats d'émotion, ou même des déclarations contradictoires nées du choc. Mais l'histoire de Jerry était claire, inébranlable et renforcée par le groupe qui l'entourait. Pour certains, cela suggérait une préconnaissance, qu'il ne trébuchait pas dans le chagrin, mais qu'il gérait les dégâts. L'observation de la famille Smith d'un homme portant un enfant, ressemblant étrangement aux manières de Jerry, a alimenté les soupçons. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que c'était lui, la description a hanté l'affaire. Si Jerry savait, ou croyait, que Madeleine ne reviendrait pas, son calme prenait tout son sens. Il n'espérait pas un miracle, il contenait un récit. Rien de tout cela ne prouve la culpabilité, mais la question persiste. Le calme de Jerry McCann venait-il de l'innocence ou de la connaissance? Protégeait-il seulement l'image de sa famille ou cachait-il quelque chose de plus sombre? Son rôle, marqué par le contrôle et le silence, reste l'un des aspects les plus obsédants de cette affaire. Dans toute enquête impliquant plusieurs témoins, on s'attend à des contradictions. Les gens se souviennent des événements différemment. Le stress fragmente la mémoire. Pourtant, parmi les Tapas 7, le groupe d'amis dînant avec les McCann la nuit où Madeleine a disparu, il n'y en avait aucune. Leurs déclarations s'alignaient avec une précision déconcertante. Chaque détail, chaque horodatage, chaque fragment de récit renforçait les autres comme des pièces imbriquées d'un puzzle soigneusement conçu. Pour les enquêteurs, ce n'était pas un signe de vérité, c'était un avertissement. Les souvenirs authentiques sont désordonnés. Les histoires parfaites signifient souvent une répétition. L'unité des Tapas 7, incontestée pendant près de 2 décennies, est devenue l'un des plus grands mystères de l'affaire. Considérez ce qui était en jeu pour eux,
Ce n'étaient pas des vacanciers ordinaires. La plupart étaient tôt des médecins ou des professionnels, des personnes dont la carrière dépendait de la réputation et de la crédibilité. Admettre qu'ils avaient laissé des tout-petits seuls dans un appartement non verrouillé chaque nuit, tout en buvant et en dînant, aurait pu entraîner l'indignation publique, la disgrâce professionnelle et éventuellement des accusations de négligence envers les enfants. La voie la plus sûre était la solidarité. En présentant une histoire de parents responsables vérifiant les enfants toutes les 30 minutes, ils pouvaient se protéger du scandale. Mais le silence est plus profond. Lorsque le témoignage du docteur Catherine Gaspard a fait surface, décrivant les gestes inappropriés de Payne à propos de Madeleine en 2005, aucun membre du groupe Tapas ne l'a publiquement reconnu. Pas même Jerry, qui aurait prétendument été présent lorsque les gestes ont été faits. Personne n'a demandé « David Payne est-il sûr avec les enfants ?» Personne n'a exprimé le moindre doute. Au lieu de cela, leur silence a été absolu. Pourquoi ? Certains soutiennent que c'était de la loyauté, le lien d'amis qui ne pouvait pas se trahir. D'autres croient que c'était de la peur. Si l'un parlait, toute la structure pourrait s'effondrer, exposant non seulement la négligence, mais peut-être des vérités plus sombres. Le silence est alors devenu une forme de protection, à la fois pour eux-mêmes et les uns pour les autres. Il y a aussi la possibilité d'une pression tacite. Dans les cas de scandales institutionnels, abus ecclésiastiques, négligence hospitalière, voire corruption policière, le silence naît souvent non pas de menaces directes, mais d'une compréhension mutuelle. Une fois que le secret d'une personne s'entremêle avec la réputation d'une autre, la loyauté se transforme en complicité. Tu ne m'exposes pas, je ne t'expose pas. C'est un équilibre fragile, mais puissant. Les Tapas 7 ont maintenu cet équilibre sans faille. Pas de fuite, pas de rupture publique, pas de doutes exprimés dans la presse. Pendant près de 20 ans, leur histoire est restée figée, comme si le temps lui-même ne pouvait pas la toucher. Pour les enquêteurs, cette unité n'était pas une marque de vérité, c'était un mur. Un mur bâti par la peur des poursuites, la peur de la ruine de la réputation, ou peut-être la peur d'une réalité plus sombre que personne n'osait mettre en lumière. Et ainsi, le silence est devenu leur lien. Qu'il soit né de la loyauté, de la peur ou de la complicité, il a duré plus longtemps que la recherche de Madeleine elle-même. Jusqu'à ce que l'un d'eux parle, les questions demeureront. Ce silence était-il simplement un bouclier contre les accusations de négligence, ou était-ce quelque chose de bien plus dangereux, un pacte pour enterrer une vérité trop terrible à affronter? Près de 2 décennies se sont écoulées depuis la nuit du 3 mai 2007, lorsque Madeleine McCann a disparu de l'appartement 5A à Praia da Luz. Son visage hante toujours les affiches, son nom évoque encore des gros titres dans le monde entier. Et pourtant, malgré les recherches mondiales, les enquêtes policières et d'innombrables reportages médiatiques, personne n'a été inculpé et aucune réponse définitive n'a été donnée. Ce qui reste, c'est le silence. Le silence de David Payne, qui s'est retiré discrètement de la vie publique après l'affaire et n'est jamais revenu pour répondre aux allégations troublantes portées contre lui. Le silence de Jerry McCann, qui a géré le récit avec un contrôle implacable mais n'a jamais confronté les témoignages troublants qui liaient son ami à un comportement inapproprié des années auparavant. Le silence des Tapas 7 qui, malgré les incohérences et les suspicions, n'ont jamais rompu les rangs, ne se sont jamais contredits et n'ont jamais permis au doute de s'échapper au grand jour. C'est ce silence, plus que toute autre chose, qui hante l'affaire. La science a soulevé des questions. Les chiens de détection de cadavres ont alerté. Du sang a été trouvé. L'ADN a suggéré des traces de Madeleine à l'intérieur de l'appartement. Et même dans une voiture louée des semaines plus tard. Des témoins ont soulevé des questions sur la visite de Payne à 18h30, sur l'homme portant un enfant dans les rues sombres du Portugal, sur l'absence d'alibi vérifiable. Pourtant, à chaque fois, ces questions se sont heurtées au même mur. Le silence, des récits polis et des apparitions soigneusement gérées. C'est peut-être pour cela que la suspicion n'a jamais disparu. Parce que lorsque les détails sont trop parfaits, lorsque les histoires sont trop synchronisées, et lorsque les plus proches de la vérité restent si silencieux, le public ressent instinctivement que quelque chose ne va pas. Les innocents font des erreurs dans leurs récits, ils se contredisent, ils fléchissent sous la pression. Mais ici, pendant près de 18 ans, l'histoire est restée intacte, rigide, répétée et résistante au changement.
Et donc, les questions persistent. La visite de Payne à 18h30 a-t-elle vraiment été brève et sans incident, ou le début de quelque chose de plus sombre? Le calme de Jerry venait-il de l'innocence, ou d'une connaissance qu'il ne pourrait jamais admettre? Le silence des Tapa Seven est-il né de la loyauté envers des amis, de la peur des accusations de négligence, ou de la complicité dans quelque chose de bien pire? Jusqu'à ce que quelqu'un brise le silence, ces questions résonneront plus fort que n'importe quelle réponse. Le monde ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé pendant ces 4 heures, entre 18h et 22h ce soir-là. Mais une vérité a déjà émergé. Le silence n'est pas neutre. Il protège, il abrite et parfois, il condamne. Le visage de Madeleine, figé dans le temps, continue de nous regarder depuis les affiches et les photographies. Un rappel de l'innocence perdue, d'une affaire non résolue, de secrets gardés trop longtemps. Et derrière ses yeux se trouve la question tacite à laquelle aucune enquête n'a encore répondu. Non seulement qui l'a emmenée, mais pourquoi les personnes les plus proches d'elle sont restées si silencieuses pendant si longtemps? Jusqu'à ce que le silence soit brisé, le mystère de Madeleine McCann restera moins une histoire de disparition que de collusion, de contrôle et d'une dissimulation qui refuse de s'estomper.